Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo sur le fascinant métier de médecin-chercheur. Cette double compétence permet de concilier deux mondes, un monde de clinique proche des patients et un monde de recherche sur les différents progrès afin de développer de nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques. Mais comment accéder à ce métier? Quel est l'ordre concrètement? Comment arriver à trouver l'équilibre entre pratique médicale, recherche et vie personnelle? Nous allons vous présenter les différents postes hospitalo-universitaires à travers différentes interviews réalisées auprès de praticiens hospitaliers. Le docteur Lesage, CCA en pédiatrie, le docteur Malissen, MCU-PH en dermatologie, le docteur Bobo, MCU-PH en néphrologie, et le professeur Trébuchon, PU-PH en neurophysiologie. Il est également possible d'exercer une activité de recherche en tant que praticien hospitalier. Nous vous présenterons cela à travers des interviews du docteur Delmont. Un état des lieux réalisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2020 atteste de 6300 hospitalo-universitaires titulaires en poste. La majorité sont représentés par des PU-PH à 70% et l'immense majorité à 90% relève des disciplines médicales, puisqu'il existait également des hospitalo-universitaires en pharmacie et en odontologie. En ce qui concerne les spécialités médicales qui nous intéressent dans cette présentation, l'âge moyen des MCU était de 36 ans et des PU-PH de 43 ans. En ce qui concerne la répartition par genre, on atteignait la parité pour les MCU-PH avec 50% de femmes. Cependant, ce taux chute à 22% dans la catégorie des PU-PH. Difficile d'évoquer la carrière hospitalo-universitaire sans parler du score SIGAPS, qui permet de quantifier les publications de recherche médicale. Ce score est constitué par la multiplication de deux facteurs, C1 et C2. C1 pour la qualité de la revue et C2 pour la position de l'auteur. Les points varient de 1 à 32 par publication et la principale base de données alimentant ce score est PubMed. Ce score permet également un financement par l'enveloppe Mairie, qui est une dotation nationale permettant de financer la recherche. Nous allons voir les différentes modalités d'accès au poste. Pour les CCA-HU, il faut avoir validé son diplôme d'études spécialisées en médecine. La validation d'un Master 2 est fortement encouragée bien que non obligatoire. Il s'agit d'un poste non titulaire, renouvelable pour une durée maximale de 4 ans. Pour les MCU, il faut avoir validé son DES en médecine, mais également disposer d'un Master 2 de sciences et de plus de 200 points SIGAPS. Il s'agit d'un poste titulaire. Pour les PU-PH s'ajoute aux prérequis précédents la validation d'une thèse de sciences, l'obtention de plus de 400 points SIGAPS, d'une habilitation à diriger des recherches et la réalisation d'une mobilité d'1 an en France ou à l'étranger, en dehors de son CHU de rattachement. Les MCU et les PU sont nommés par le Conseil national des universités, après présentation de leur candidature devant un jury. J'ai dit clinique, transmission, donc enseignement et recherche. Je dirais aussi organisation d'équipe, leadership, avec des missions sur le master, sur des sociétés savantes, sur l'organisation de services et d'activités. Donc, c'est ce que voilà. J'ai fait mon Master 2 pour découvrir la recherche et vraiment découvrir ce monde qui m'était inconnu et ça m'a énormément plu et du coup j'ai tout de suite eu envie à la fin de mon Master 2 de poursuivre dans une thèse. C'était, on va dire, dès le début de mon parcours, en deuxième année de médecine, quand j'ai fait de la neurophysio, j'ai dit je veux faire de la neuro et de la neurophysio. Donc la recherche était quasi implicite dès le début et c'était ma motivation pour mes études. Le docteur Lesage a effectué un internat de pédiatrie et un Master 2 en infectiologie. Le docteur Malissen un internat de dermatologie, un Master 2 en cancérologie, une thèse de sciences et une mobilité à New York. Le docteur Bobo un internat de néphrologie, un Master 2 en biologie puis un clinica en néphrologie clinique. Il a réalisé une thèse de sciences avant d'être praticien hospitalier en réanimation et a effectué une mobilité à Paris. Le professeur Trébuchon a effectué un internat de neurologie, un Master 2, un premier clinica orienté sur la sclérose en plaques et le second sur l'épilepsie. Elle a effectué une thèse de sciences sur le langage, puis a été nommée MCU-PH. Elle a effectué une mobilité à Londres avant d'être nommée PU-PH de neurophysiologie. Le docteur Delmont a un internat de neurologie, un Master 2 en neurosciences. Il a obtenu une thèse de sciences et effectué une mobilité à Glasgow. Je
pense que c'est essentiel parce que quand on est jeune et qu'on est pris beaucoup par l'activité clinique, on a besoin d'avoir quelqu'un qui est déjà passé par là, le montage des dossiers, les demandes de financement, mais aussi la soumission des articles pour connaître à quelle revue envoyer, comment monter ces dossiers, et puis surtout pour avoir une motivation et un moteur qui nous ramène à notre activité universitaire. C'est important d'avoir plusieurs personnes dont les parcours nous guident, qui peuvent nous épauler à différentes étapes, des moments de doute. Je pense que la multiplicité de nos carrières fait que c'est souvent important d'avoir aussi un mentor plutôt clinique, un mentor plutôt recherche. C'est aussi intéressant de voir le côté idéal qu'on peut avoir à ses mentors et puis les limites du mentor. Parce que tout le monde a des limites et tout le monde est humain. Il n'existe pas de texte officiel fixant une répartition sur les 3 domaines d'activité. Cela varie suivant les praticiens et les possibilités de service. Le docteur Lesage dédie 5 jours par semaine à l'activité clinique, une demi-journée à une journée par semaine d'enseignement et en général moins d'1 jour par semaine à un temps de recherche, souvent sur des repos de garde ou le soir. Le docteur Malissen consacre 3 jours par semaine à la clinique et 2 jours à la recherche. Le docteur Bobo 4 jours par semaine pour la clinique et 1 jour pour la recherche. Le professeur Trébuchon dédie 70% de sa semaine aux soins cliniques, 20% à la recherche et 10% à l'enseignement. On constate que la majorité de l'activité des HU est dédiée aux soins cliniques. Cela est concordant avec une enquête nationale réalisée par Jeunes Médecins en 2021 auprès de personnels hospitalo-universitaires. Plus de la moitié d'entre eux révélaient consacrer 1 jour ou moins à la recherche clinique par semaine. Une anecdote, quand j'ai passé mon HCR, une habilitation à diriger les recherches, ma première diapo, c'était une femme en train de danser qui était habillée avec une robe bleue et qui était tiraillée de 4 parts. Et en fait, j'ai dit, ben voilà, ça c'est moi. Extrêmement enrichissant de vraiment pouvoir partir d'une question clinique, retourner sur le fondamental et du fondamental, en fonction de ce qu'on va trouver, pouvoir après, à bien plus long terme, arriver à développer une étude clinique dans la suite de nos résultats. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. J'avais mis aussi dans mon HDR, j'avais mis le signe du yin et du yang, à quel point l'un nourrit l'autre, et vraiment, mon activité de recherche me permet de mieux comprendre mes patients en clinique et de mieux comprendre parfois certains éléments sémiologiques, certains tabous cliniques. Et mon activité clinique nourrit les questions que je me pose en recherche complètement. Maintenant, je suis bien vraiment dans la résolution de problématiques cliniques. C'est-à-dire qu'il faut que la recherche que je fais, elle serve demain pour le patient. Pendant des années, j'ai fait ce que j'appelais des nocturnes, c'est-à-dire que je restais bosser parce qu'à la maison, avec les enfants, c'était compliqué. J'avais du mal à me concentrer. Donc, je restais 2 soirs par semaine à l'hôpital. On essaye de prendre ce temps, soit dans ces 2 journées-là, soit malheureusement dans le temps hors professionnel aussi. Puis, il y a les nuits, les week-ends qui sont très pratiques aussi. Je pense que c'est impossible que tout soit parfait en même temps et il faut se résoudre à ce qu'il y a des moments où on va plutôt focaliser sur un et puis d'autres moments pour un et c'est plutôt un roulement sur les mois ou sur l'année, mais c'est impossible d'être parfait dans les 3 en même temps. C'est important de ne pas trop se disperser pour rester performant dans un domaine parce que la recherche va très vite, les papiers, il y a beaucoup de données publiées et donc pour arriver à suivre les 2 domaines, c'est pas évident. Il faut lire beaucoup, se renseigner, être curieux. Fouiller sur Internet. Déjà de faire les cours, ça nous oblige à réviser, à voir ce qui se dit, ce qui se fait, et écrire des papiers aussi. On est constamment obligé de faire de la bibliographie. Peut-être le plus important, c'est de réussir à ne pas travailler chez soi, de ne pas avoir ses mails professionnels ou universitaires sur son téléphone ou sur son ordinateur personnel, et de respecter les temps de vacances. Et à se dire que voilà, le travail il s'arrête là. Le travail en fait, c'est continu, il s'arrêtera jamais. Hein. Il y aura toujours du travail. Je trouve que c'est une des premières choses qu'on apprend d'ailleurs quand on est interne, c'est savoir rentrer à la maison.
Et j'ai essayé d'être au maximum disponible, mais c'est sûr qu'aller les chercher à la sortie de l'école, à 4h30, ou passer le mercredi avec eux, je ne l'ai jamais fait. Et je sais que c'est, bon, voilà, peut-être que j'ai quelques regrets par rapport à ça. Bon, ils sont bien. Euh, je crois que le plus grand obstacle, c'est arriver à ne pas culpabiliser et être aligné dans ces 4 activités complexes. Et en fait, ça demande d'accepter l'imperfection. Des personnes autour, c'est-à-dire des personnes autour qui sont pas forcément bienveillantes. Voilà, c'est toujours la même chose, le côté administratif, le manque de personnel, le manque de réactifs, mais c'est un combat. Même un peu du sexisme de certains professeurs en disant tiens, tu vas faire un joli sourire et tu obtiendras l'IRM ou enfin, voilà, des choses comme ça que je trouve insupportables. Et là, je me dis, bon, si m'arrive quelque chose, parce qu'il y a cette transmission, elle ne va pas s'écrire, ce pas les papiers qui vont l'appliquer. C'est vraiment le travail d'artisan, de médecin que j'ai acquis et que j'ai envie de transmettre. À poursuivre mes travaux de recherche, à la fois sur le plan préclinique au labo et de développer des projets de recherche clinique en collaboration avec différents médecins de la PHM et d'autres centres en France et à l'international. Ouvrir la recherche à des médecines dites complémentaires, c'est comprendre en quoi elles peuvent avoir un intérêt dans une prise en charge un peu globale du patient. Donc c'est vrai que là, ce que je disais à mes collègues chercheurs sur le lien oncologie, c'est que finalement, maintenant, le cerveau c'est bien, il y a des trucs qui se passent et tout, mais j'ai plus envie d'aborder la question sur le plan du corps tout entier et qu'est-ce qui se passe enfin, dans notre corps qui fait qu'on a telle ou telle émotion, enfin, avoir une vision un peu plus holistique des choses, à la fois dans la recherche et dans le soin. En fait, j'ai pas vraiment décidé. Alors, j'ai pas choisi une carrière universitaire. Je me destinais pas spécialement à ça initialement. Pouvoir couper complètement, avoir une vie de famille si on a une famille, une vie amicale, avoir des passions, faire du sport, faire des choses qui nous plaisent, qui nous déconnectent complètement de l'hôpital. C'est absolument primordial. C'est toujours très important. C'est essentiel. C'est indispensable. C'est indispensable. Que c'est important d'avoir plusieurs personnes. Ah, les yeux fermés, vraiment, je regarde pas du tout mon choix. C'est un parcours, on peut le dire, un parcours un peu du combattant quand même, un challenge, mais de notre côté, j'aime tellement ce que je fais. Et j'étais quand même si je dis que c'était compliqué parce que j'avais un peu cette culpabilité, mais après, quand même le sentiment que je ne travaillais pas parce que j'étais à ma juste place.